Bonjour, j'espère que Coup d'État, ça vous plaît toujours. Alors comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, le fait de faire une équipe, de créer une entreprise qui scale, ça pose des petits problèmes d'organisation. Alors j'aimerais faire une petite digression avec vous et aborder un sujet qui me passionne, qui est celui du design des organisations. Alors en anglais, on appelle ça Organizational Behavior. C'est tout le champ d'études qui vise à établir des règles, des méthodes, des conseils pour au mieux optimiser l'organisation du travail. Alors, petit cours d'histoire. L'organisation du travail, ça a commencé avec un sociologue qui a étudié ça, qui est français, qui s'appelle Durkheim, et qui a essayé de comprendre comment les organisations changeaient leur mode d'organisation en fonction de leurs objectifs. Et il a appelé ça la division sociale du travail. C'était l'idée qu'au XIXe siècle, pour la première fois, on a commencé à spécialiser les gens dans des tâches pour les mettre dans des usines pour augmenter la productivité. C'était la première fois de l'histoire où les gens n'avaient pas un métier, mais une fonction. Prenons un exemple. Si vous êtes forgeron, lorsque vous êtes forgeron, vous faites beaucoup de fonctions. Vous n'avez pas quelqu'un qui tape le métal, quelqu'un qui le chauffe et quelqu'un qui le met dans l'eau. C'est la même personne qui fait tout ça. Enfin, je crois que c'est ça un forgeron, mais c'est des images un peu caricaturales. Et c'est un peu la même chose avec la division sociale du travail. L'idée là, c'est que le forgeron, pour être plus efficient, plus efficace, on a créé des usines et dans ces usines, on a dit à un type, toi tu vas mettre que dans l'eau, toi tu vas que taper et toi tu vas que chauffer. Et comme ça, on augmente la productivité en spécialisant les tâches. Alors, petit problème de l'organisation sociale du travail, de la division sociale du travail, c'est que c'est profondément déshumanisant. Être à la chaîne et transformé en machine à tout le temps et tout le temps et tout le temps faire la même chose, il n'y a que au Japon finalement où les gens semblent apprécier ce genre d'organisation. Mais cette première tentative, un peu maladroite, d'organisation a ouvert un champ incroyable qui est que les organisations s'inventent au fur et à mesure des objectifs. Alors dans le monde des startups, il y a énormément de gens qui optimisent et innovent dans l'organisation des structures. Alors pour une raison assez simple, la plupart c'est par incompétence. Comme la plupart des créateurs de grandes entreprises et les créateurs de start-up n'ont jamais travaillé dans un boulot classique, ils ne savent pas trop comment le boulot classique est organisé. Donc ils inventent un peu leur méthode en fonction des besoins. Alors il y a des grandes histoires et des grands cas d'école sur comment Google, Facebook, Uber, etc. ont innové autant dans leur entreprise que dans leur organisation. Alors, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup à The Family et sur lequel je passe énormément de temps avec les fondateurs. C'est d'essayer de comprendre très précisément comment leur organisation peut être adaptée à leur objectif. Alors, entendez-moi bien. Un truc que je ne peux pas blairer, c'est l'idéologie. Il y a d'un côté les partisans de l'entreprise libérée, les partisans de l'entreprise je sais pas quoi, les partisans de tel type d'organisation, du lean, du agile, du scrum, du pop, du boom, du badaboom. En fait, le problème de tout ça, c'est que ces gens-là, ils préfèrent parler de religion plutôt qu'être efficaces. Si votre entreprise a besoin d'un quart de scrum, 3/4 de trucs et une pincée de division sociale du travail, vous faites ce qu'il y a besoin. Et le but, c'est pas de parler en permanence et d'essayer de justifier son mode d'organisation. Non, c'est de construire un mode d'organisation qui fait sens au sein de votre entreprise. Alors, on va voir ensemble c'est quoi les grands modes d'organisation qui font sens dans les startups et pourquoi une startup qui scale est sous une pression très différente des entreprises classiques. La première chose à savoir, c'est qu'une startup, elle doit se réinventer à chaque fois qu'elle double de taille. Grosso modo, la bonne règle à avoir, c'est qu'à chaque fois que vous doublez de taille, vous vous asseyez une journée et vous réfléchissez à comment organiser le travail de votre entreprise et comment tout détruire pour reconstruire. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus. Une organisation, ça fonctionne
par rapport à une certaine taille. L'organisation nécessaire pour faire fonctionner 50 personnes n'a rien à voir avec l'organisation nécessaire pour faire fonctionner 5000 personnes. Cette règle du doublement de la taille est une règle inspirée de Patrick Collison, le fondateur de Stripe, qui a cette petite cérémonie, ce petit rituel, c'est qu'à chaque fois que Stripe a doublé de taille, ils ont repris à zéro 100% de l'organisation, 100% des postes. Alors, laissez-moi être hyper radical sur ce sujet-là. Je vous encourage le plus possible à remettre à plat tout. Il n'y a rien de pire dans les startups que la legacy. La legacy, c'est quoi? C'est le fait d'hériter des choses parce qu'on a déjà fait des choses. Alors, le problème, c'est que quand on grandit vite, ça peut donner lieu à de nombreuses réorganisations qui donnent un peu le tournis aux gens et l'impression que c'est le chaos. Alors, mes chers start-upers, laissez-moi vous dire que si vous aviez un dieu, il s'appellerait Kéros, le dieu du hasard, le dieu de l'opportunité, le dieu du chaos. N'essayez même pas de lutter contre cette nécessité. Le chaos est inhérent aux startups et le changement est nécessaire. Si vous ne vous reconstruisez pas à chaque fois que vous doublez de taille, vous allez prendre le risque d'hériter de structures qui ne sont pas adaptées à votre nouveau challenge. Alors, c'est quoi les tensions de scale? Grosso modo, quand on est 2 personnes et qu'on est 2 fondateurs, au début de son aventure, on n'a pas besoin d'organisation. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens faire des sprints, des machins, des trucs, passer plus de temps à configurer un Trello que travailler. J'ai jamais trop compris ce genre de passion. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu une fantaisie de l'outil, une sorte d'esthétisme qui voudrait que quand ils configurent un truc, ils ont l'impression de travailler. Mais quand on est 2, le fait d'être dans la même pièce, à échanger informellement, ça suffit largement. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Alors l'étape d'après, c'est quand on est 4. Alors quand on est 4, l'informel fonctionne toujours, mais on commence à avoir besoin d'une communication plus formelle, on commence à avoir besoin. Alors la forme d'organisation la plus simple à ce stade-là, c'est le point hebdomadaire. Il y a des entreprises qui appellent ça les stand-up, etc. Où tout simplement on se dit sur quoi on va travailler, c'est quoi les objectifs. Le but à ce stade-là, c'est de créer un niveau d'accountabilité. 8, ça reste encore assez simple. 8, on peut garder cette forme d'organisation et rajouter un petit bonus qui est un rapport mensuel envoyé à toute l'équipe fait par le CEO. Un simple email, voilà les gars ce qu'on a fait ce mois-ci, voilà où on arrive. Vous voyez, à chaque étape, l'idée c'est de réfléchir. La base de toute organisation, c'est l'information et comment cette information est dispersée. Alors, le drame, c'est que quand on passe de 8 à 16, arrive la première tension réelle d'organisation. Qu'est-ce qui se passe à 16? À 16, on est à une taille où tout le monde ne peut pas savoir ce que tout le monde fait. Et si tout le monde sait ce que tout le monde fait, vous allez avoir le premier ralentissement. Grosso modo, c'est le moment où il faut réussir à créer cette culture du « je fais confiance, je n'ai pas besoin de savoir ». Je m'explique. Une bonne organisation dans une startup qui scale n'est pas mesurée à son efficacité, n'est pas mesurée à son taux de réussite dans les décisions, elle est mesurée par sa vitesse. C'est assez contre-intuitif, mais la vitesse, c'est ce qui fait la différence entre 2 entreprises. Supposons une entreprise remplie de gens idiots, complètement cons, et disons qu'ils ne prennent que 10% de bonnes décisions. Mais ils ne prennent aucune décision en plus d'1 heure. Ça veut dire que toutes les 10 décisions, ils vont prendre une bonne décision. Et comme ils travaillent 12 heures par jour, ils prennent tous les jours une bonne décision. Maintenant, imaginons une boîte avec des gens très intelligents. Ils sont capables de prendre des décisions intelligentes, mais ils les prennent en une semaine. Et bien vous voyez, la première boîte va prendre 7 bonnes décisions dans la journée et beaucoup de mauvaises décisions. Mais l'autre ne prendra qu'une décision, elle sera bonne, mais elle n'en aura pris qu'une, 7 contre 1. Donc la rapidité, quel que soit votre talent, ça paye toujours. Alors évidemment, plus votre taux de fiabilité et vos décisions sont bonnes, mieux c'est. Mais entre une bonne décision qui a pris du temps et une mauvaise décision qui n'a pas pris beaucoup de temps, la mauvaise décision vous aidera à aller vers la bonne décision beaucoup plus rapidement. C'est sans doute l'une des choses les plus contre-intuitives du monde des startups. Un de nos métiers à The Family, pour faire scaler les gens, c'est de les forcer à accélérer le rythme. Et accélérer le rythme, ça passe par le fait de prendre des décisions rapidement. Quand on est 16, on commence à avoir des goulots d'étranglement.
Si le CEO veut être au courant de ce que les 16 personnes font en permanence, il va devenir un point bloquant, puisque dans une journée, il ne pourra pas gérer le travail de 16 personnes. C'est là où les startups diffèrent de la plupart des organisations classiques. Dans une organisation classique, vous avez tout à perdre. Une entreprise, une grande entreprise, elle est bâtie dans la logique où tout doit être fait pour réduire le risque. Alors qu'une start-up a tout à gagner. Vous êtes à un stade où vous ne pouvez que monter. Ça veut dire que les erreurs, elles ne coûtent pas très cher et les gains peuvent rapporter beaucoup. C'est pourquoi l'organisation sociale des startups doit être adaptée au fait de chercher à réaliser des choses rapidement plutôt que de façon fiable. Alors, je ne vous dis pas d'être idiot. Je ne vous dis pas d'aller dans l'excès, c'est comme toutes les leçons, c'est comme toutes les mesures de radicalité, lorsqu'elles sont trop appliquées, on finit avec des choses débiles. Alors en ce moment, on parle beaucoup de WeWork, qui est un bon exemple de ça. Maintenant, j'aimerais vous rappeler que WeWork, ça vaut quand même 10 milliards, ça en vaut peut-être pas 47, mais 10 milliards, ça reste beaucoup plus que ma boîte et la plupart de vos boîtes. Donc, résultat, essayez de réfléchir vitesse. Et vous allez voir, tous les types d'organisations sociales des startups repose sur l'idée que la vitesse est l'élément principal du design, de la communication et de l'organisation du travail. Vous avez compris le principe, 32, c'est l'enfer, 64, faut tout casser, 128, faut tout refaire, 256, là c'est le moment en général de pleurer, 512, les gens finissent en burn-out, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à chacune de ces étapes et quel type de start-up on peut organiser? Moi, il y a une matrice que j'aime bien pour aider les entrepreneurs à réfléchir sur le sujet. C'est de diviser les entreprises en 4 grandes catégories. Alors, la première division de cette matrice, c'est de diviser les entreprises qui ont des faibles marges avec les entreprises qui ont des grosses marges. Je m'explique. Dans une entreprise qui a de faibles marges, l'organisation du travail doit être orientée sur l'économie. C'est faire économiser des centimes, faire attention à chaque dépense. Du côté des entreprises qui ont des fortes marges, alors là, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous réfléchissez un peu au monde des startups, pourquoi les WeWork, Uber, etc. ont tellement de mal? C'est parce que c'est des entreprises qui fonctionnent comme des entreprises software, dans lesquelles il y a énormément de marges, alors qu'en fait, les marges sont limitées. Si vous prenez un Microsoft, un Google, ils ont des marges qui sont proches de 100%. Vous avez le coût initial de développement du software, un petit peu de maintenance, mais ensuite les revenus sont infinis. Si par contre vous avez un bureau comme WeWork, vous avez des coûts récurrents auxquels il faut faire très très attention. C'est pourquoi le type d'organisation qui fonctionne dans des entreprises où il y a des faibles marges, ce n'est pas les mêmes que les types d'organisations qui fonctionnent dans les entreprises qui ont des hautes marges. Maintenant, l'autre division de la matrice, c'est est-ce que vous faites quelque chose de critique ou non critique? Alors je m'explique, si vous faites une centrale nucléaire, c'est critique, parce que quand vous foirez, la catastrophe est dingue. Si vous faites un jeu vidéo, c'est non critique, parce que si vous foirez, personne ne le voit. Alors par contre, si vous faites un jeu massivement multijoueur, là c'est critique, puisque la fiabilité technique d'un jeu massivement multijoueur est beaucoup plus importante que la fiabilité technique d'un jeu comme Helix Jump. Si Helix Jump, il y a un bug, le bug peut être corrigé en 2-3 jours, c'est pas l'enfer. Alors vous voyez, faible marge, critique, en général ça c'est des entreprises qui sont un enfer et qui ont besoin d'une organisation dictatoriale où chaque décision et chaque personne doit avoir un certain nombre de frameworks en tête pour faire attention à la moindre décision qu'ils prennent. Alors, il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est que les bonnes organisations sociales sont autant créées par la culture que par le process. Par exemple, Jeff Bezos, au début d'Amazon, il voulait faire comprendre à tout le monde qu'il fallait compter les centimes. Il a trouvé une astuce pour ça qui est formidable, c'est qu'au lieu d'acheter des bureaux, il achetait des portes. Et quand les gens arrivaient, ils devaient travailler sur une porte. Alors, quand vous arrivez le premier jour chez Amazon, vous travaillez sur une porte, vous dites « mais pourquoi je travaille sur une porte ?» Et là, quelqu'un vous dit « c'est parce que Jeff a découvert que c'était moins cher d'acheter des portes d'entreprises en faillite que d'acheter des tables. » Et quand on vous raconte cette histoire, instantanément, vous comprenez qu'il va falloir compter chaque centime. Parce que c'est la culture de l'entreprise.
Par exemple, moi j'ai un ami qui travaille dans un hedge fund haute fréquence dans lequel chaque transaction est au micro-centime et économiser un centime, c'est important. On ne peut pas faire un software dans lequel on économise des centimes et de l'autre dépenser de l'argent dans les bureaux. Ils ont des bureaux pas chers et chaque centime qu'ils dépensent, il compte. Alors qu'ils gagnent des millions. Pourquoi? Parce que c'est une opération à très très faible marge et que la moindre économie a un impact sur leur profitabilité. Si vous travaillez dans une entreprise de la grande distribution, vous saurez que chaque centime, chaque dépense, tout est contrôlé parce que l'idée, c'est d'augmenter la profitabilité de l'entreprise. Et pour ça, comme les marges sont très très faibles, il n'y a pas d'autre choix. Si vous travaillez chez Goldman Sachs, à l'inverse, là, il n'y a pas de problème, on est à très haute marge. Alors, les environnements critiques à très haute marge sont des environnements intéressants parce que c'est dans des environnements dans lesquels on peut faire un peu plus d'erreurs parce qu'on peut payer pour les erreurs en faisant les marges. Alors attention, quand je dis les erreurs, je ne vous parle pas d'une start-up médicale qui tue quelqu'un. Ça, c'est un environnement critique dans lequel l'erreur n'est pas possible. Enfin, j'espère. S'il vous plaît, si vous faites des start-up médicales, faites attention les enfants. Mais à l'inverse, si vous êtes dans un domaine, je ne sais pas, par exemple de haute finance et vous avez des très 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 fortes marges, quand vous faites des erreurs, vous perdez de l'argent. Ces marges peuvent absorber les erreurs, ça peut valoir le coup. Et ces organisations peuvent devenir ce que Nassim Taleb appelle antifragiles, c'est-à-dire des organisations qui résistent aux coûts et qui résistent aux cassures, des imprévisibilités et de la volatilité. Alors, quand on est une start-up, il faut justement ne pas avoir peur de cette volatilité et créer une structure qui absorbe cette volatilité et cette contingence. Plus vous faites quelque chose vite, plus vous le faites at scale et plus la probabilité que ça casse est forte. C'est pour ça qu'il faut apprendre à casser et à remonter sans que jamais ça pose problème. Et pour ça, il faut aussi créer une culture de l'erreur. Alors, je vais vous raconter une histoire qui me fascine. Il y avait un hôpital dans lequel les gens déclaraient très peu d'erreurs et un hôpital dans lequel les gens déclaraient beaucoup d'erreurs. L'hôpital dans lequel les gens déclaraient beaucoup d'erreurs avait moins de morts que l'hôpital qui ne déclarait aucune erreur. Pourquoi? Parce que l'hôpital qui déclarait aucune erreur fraudait. Toutes les erreurs médicales étaient cachées, pas partagées. Celui, au contraire, où il y avait beaucoup d'erreurs, c'était un hôpital où les docteurs parlaient ouvertement de leur erreur médicale. Résultat, tout le monde devenait meilleur et le taux de mortalité baissait. Donc vous voyez, vous devez créer un environnement dans lequel les gens sont heureux de partager. Alors, vous avez les autres cas, les entreprises non critiques à faible marge, les entreprises non critiques à haute marge, où là, vous pouvez être plus dans des environnements d'entreprises dits libérées, plus flat, moins hiérarchiques, avec moins de contrôle, parce qu'encore une fois, vous prenez moins de risques. Les entreprises en environnement critique sont une minorité. Si je prends le portefeuille de 275 boîtes de The Family, on n'a que quelques boîtes qui sont en environnement critique, la plupart dans le médical. N'allez pas croire que vous êtes critique alors que vous faites quelque chose de non critique. Essayez d'être honnête par rapport à ça. Les organisations critiques sont différentes des organisations non critiques. Comme la majorité des startups sont des organisations non critiques, comprenez que ce qui fonctionne dans le chaos, c'est la liberté et l'empowerment. Alors, essayez de penser à cette règle un peu simple que Steve Jobs disait. Steve Jobs disait, quand j'embauche des gens intelligents, c'est pas pour leur dire quoi faire, c'est pour que eux me disent ce que je dois faire. Vous voyez ce retournement du management, il est hyper important, surtout dans une culture francophone où on est obsédé par le fait de donner des ordres et expliquer aux gens quoi faire et de toujours avoir l'impression de mieux faire que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les étapes de votre organisation, le recrutement et la qualité du recrutement est plus importante que la qualité du management. Dans une start-up, le management, ça prend du temps. Le management, c'est en dessous de 50 personnes, ça n'a pas vraiment de sens d'avoir besoin de management parce qu'en dessous de 50 personnes, tout le monde doit être autonome, tout le monde doit être empower. Les startups gagnent autour d'un certain nombre d'ingrédients assez simples qui sont intimement liés à la capacité de scaler. Est-ce que les gens sont capables d'apprendre vite? Est-ce que les gens sont heureux de venir au travail? Est-ce que les gens sont capables de se dépasser? Est-ce que les gens ont envie de faire des choses qu'ils n'avaient pas fait avant? Et est-ce que les gens sont assez souples? Alors, cette question de la souplesse est une question très importante parce que ce qui se passe quand on réinvente une organisation, c'est que les gens résistent. Les gens détestent le changement.
D'ailleurs, c'est assez naturel de détester le changement. Regardez un enfant à qui on change son régime alimentaire. En général, vous verrez que ce n'est pas facile. D'ailleurs, les enfants sont très close mind sur ce qu'ils mangent. C'est bien la preuve qu'on n'aime pas le changement. Et c'est assez naturel de ne pas aimer le changement. Pourtant, une start-up doit vivre dans le changement, doit accepter ce changement et doit essayer de réaliser ce changement le plus possible. Et pour ça, il faut mettre au clair votre organisation. Alors, quelle que soit la forme d'organisation que vous choisissez, que vous ayez une entreprise dans laquelle les gens peuvent faire ce qu'ils veulent ou une entreprise dans laquelle vous avez beaucoup de process, quel que soit l'endroit où vous mettiez le curseur, vous devez toujours réfléchir à est-ce que ça améliore l'objectif de scale de ma boîte? Est-ce que je suis en train de faire les choses qui sont nécessaires ou est-ce que je fais les choses qui me font plaisir? Alors, des fois, il y a des choses dures. Par exemple, il faut admettre que quand on reprend à zéro, ça peut aussi vouloir dire de devoir virer des gens. Je m'explique. Si on dit qu'à chaque fois que vous doublez de taille, vous devez reprendre à zéro l'ensemble de votre organisation, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seront plus à la bonne place à ce moment-là. Alors je sais que c'est quelque chose de très dur à entendre. Je sais qu'en France, on a une culture où le travail, c'est un droit. Quand on a un travail, c'est pour la vie, blablabla. On est dans le monde des startups, on n'est pas des ouvriers textiles dans les Vosges, on n'a pas de problème d'employabilité. Et donc, il faut se comporter à la hauteur de ce challenge. Et ça veut dire être capable d'aider les gens à se replacer. Alors, ces histoires de doublement de taille, ça passe par deux choses. Soit les gens changent de poste et grandissent avec les entreprises, soit ils doivent sortir et vous devez mettre en place un package pour les faire sortir convenablement. Payez ce qu'il faut pour que les gens sortent. Il vaut mieux payer 3 mois, 6 mois de salaire pour que quelqu'un parte heureux et reste en bonne entente avec vous parce qu'il n'est plus la bonne personne à ce moment-là dont l'organisation a besoin et il peut trouver un travail dans une autre organisation de cette taille où il est la bonne personne adaptée, plutôt que garder quelqu'un qui n'est pas à sa bonne place. Votre obsession, c'est qu'à chaque fois que l'entreprise double de taille, vous êtes capable de regarder le rôle de chacun et d'être sûr que cette personne est la meilleure personne que vous pouvez avoir dans ce rôle et que chacun des rôles est adapté à la structure, à la taille et à l'envie de la boîte. Vous allez me dire, c'est pas facile de virer les gens. Je sais, c'est horrible. Je n'ose même pas vous raconter la première fois que j'ai viré quelqu'un. Puis, vous savez, ça fait des années et des années que je fais ça. Je ne trouve pas ça plus simple de faire ça aujourd'hui qu'avant. D'ailleurs, il y a des gens qui disent oui, c'est de plus en plus simple. J'ai jamais compris de quoi ils parlent. C'est pas censé être de plus en plus simple. C'est toujours horrible de se séparer de quelqu'un. Maintenant, vous êtes un entrepreneur. Vous avez envie de scaler. Vous avez envie de construire quelque chose de grand. Vous avez envie d'être fier de ce que vous faites. Ça veut dire que des fois, il faut prendre des mauvaises décisions. D'ailleurs, dans les petites choses secrètes sur lesquelles j'évalue les entrepreneurs de The Family, je me pose toujours la question de savoir à quel point les gens sont capables d'annoncer les mauvaises nouvelles. La capacité à annoncer les mauvaises nouvelles démontre la capacité à aller loin dans l'entrepreneuriat parce que tout le monde sait annoncer les bonnes nouvelles. Mais les mauvaises nouvelles, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir correctement. Donc en tant qu'entrepreneur, si vous voulez scaler, apprenez à annoncer les mauvaises nouvelles. Alors, petite astuce quand vous virez les gens. Moi, j'ai remarqué avec l'expérience qu'il y a un contrat qui fonctionne plutôt bien quand vous virez les gens et qui repose sur 3 choses. 1, proposer aux gens de démissionner plutôt que d'être virés. Lorsque les gens démissionnent, c'est un héros. En France, on a un truc qui s'appelle la convention collective, je sais pas quoi, la rupture conventionnelle. C'est un super outil. Ça permet aux gens de partir, de dire aux gens qu'ils ont démissionné et d'avoir des indemnités. Démissionner, c'est reconnaître qu'on n'est plus à la bonne place et c'est aider la personne à avoir comme message qu'il n'était plus à la bonne place, qu'il a envie de faire autre chose. Ça, c'est quelque chose que les gens comprennent. Être viré, ça reste quelque chose de très stigmatisant. Et soyez discipliné là-dessus. Si vous êtes en bonne entente avec quelqu'un, que c'est juste qu'il n'est plus à la bonne place, offrez-lui la possibilité de démissionner, c'est cool. Il y a plein de gens qui, comme ça, peuvent se bâtir une carrière en allant de poste en poste et en étant dans des phases où ils sont parfaitement adaptés à la boîte et à l'environnement dans lequel ils sont. La deuxième chose, c'est offrir de l'argent. Alors, je sais qu'on n'a pas la culture du transactionnel, je sais que vous allez me dire ça coûte cher, etc. Bah oui, mais c'est normal. Les gens, ils ont travaillé pour vous, ils méritent d'avoir de l'argent. Donnez des indemnités généreuses. Cet argent, il peut avoir l'air d'être perdu, mais il ne l'est pas parce qu'il va créer des bonnes vibes et il va créer un environnement où les gens auront envie de venir travailler pour vous parce qu'ils sauront que quand ils seront plus à leur place,
vous saurez les traiter humainement avec respect. Il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a que des preuves d'amour et l'argent au moment de la rupture d'un contrat est une forme de preuve d'amour. Dernière chose hyper importante, c'est de recommander la personne. D'ailleurs, soyez proactif dans la quête d'un nouveau travail de cette personne. Essayez de lui donner des opportunités et essayez de l'amener à trouver un travail ailleurs où la personne va être heureuse et contente. Et donner une recommandation, ce n'est pas parce que quelqu'un, si vous êtes passé par exemple de 50 à 100 personnes et qu'à 100 personnes, vous décidez de réorganiser votre entreprise, eh ben, peut-être que cette personne n'est pas faite pour le travail nécessaire à 100, mais qu'elle était parfaite pour le travail de 0 à 50. Et trouver une entreprise dans laquelle ils sont en train de passer de 0 à 50 et recommander avec amour, dignité et respect cette personne. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction des licenciements pour cause de réorganisation, des licenciements pour cause faute grave, lourde ou raison personnelle qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, en France, on a une rigidité du marché du travail qui n'est pas acceptable. Je vous donne un conseil, mettez pas de préavis trop long dans vos contrats. Il n'y a rien de pire que les gens qui viennent au travail et qui ne sont plus motivés pour y rester. Petite astuce de scale, si vous voulez apprendre à scaler, il va falloir apprendre à écrire. Je m'explique. La communication orale, c'est bien. L'informel, c'est formidable, mais ça ne scale pas. Or, apprendre à écrire correctement, ce n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, c'est hyper essentiel. Alors, moi, j'ai dans mon équipe quelqu'un qui écrit incroyablement bien, qui s'appelle Nicolas Collin, et il a plein de conseils sur comment apprendre à bien écrire. Alors, ça va vous décevoir, la meilleure façon d'apprendre à bien écrire, c'est d'écrire tous les jours. Forcez-vous à prendre un petit peu de temps à part pour mettre sur papier les enjeux, la stratégie, les objectifs, tout ce que vous voulez communiquer et apprenez le plus tôt possible à communiquer. À partir de 30 personnes, c'est essentiel de savoir écrire et de savoir donner des messages. Alors évidemment, vous pouvez monter sur scène, réunir tout le monde, mais ça demande une logistique qui est trop forte. Si vous êtes une entreprise qui passe la barre des 50 personnes, il va falloir absolument apprendre à écrire des messages et à communiquer. Comme je vous l'ai dit, le cœur de toute organisation sociale au sein d'une start-up, c'est l'information et la circulation d'une information. Laissez-moi vous révéler le vrai secret du scale. Le vrai secret du scale, c'est le moral. Une start-up, ça ne fonctionne qu'à une chose, quelque chose de complètement irrationnel, qui est le moral des troupes. Si vous voulez, une start-up, c'est une organisation sociale qui est en faillite permanente. Structurellement, une start-up, ça ne gagne pas assez d'argent, ça brûle trop de cash et ce n'est pas encore rentable. Donc par définition, quand vous êtes en train de scaler, vous êtes toujours en train de faire un pari sur l'avenir. Et ce pari, il ne repose que sur votre capacité à être déterminé. Et la détermination, ça vient d'où? Ça vient du moral. Votre moral, le moral des autres. Alors, je vais être très dur avec vous. Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez la vocation de scaler, vous n'avez pas le droit de ne pas avoir le moral. Vous n'avez pas le droit d'être triste, vous n'avez pas le droit de le montrer. On va me dire c'est inhumain. Oui, ça l'est. C'est pour ça que d'ailleurs le scale est un exercice de très haute voltige. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'être. Vous devez apprendre à vous créer un safe environment. Vous devez apprendre à vous créer une bulle avec des amis proches, avec votre famille, avec votre compagne, avec votre compagnon, de créer un environnement dans lequel vous pouvez exprimer vos émotions, vos doutes, etc. Mais ils n'ont pas leur place au sein de votre entreprise. Si vous êtes déprimé, toute l'entreprise est déprimée. Si vous êtes au top, toute l'entreprise sera peut-être au top. Mais en tout cas, ce n'est pas possible de garder le moral de tout le monde haut si vous-même vous y croyez pas. Votre croyance aveugle dans la réussite probable de votre entreprise est nécessaire à son succès. Et c'est pour ça que les startups ont tendance à attirer des gens un peu fous. Parce que les fous ont cet avantage comparatif de ne pas être très réalistes. Si vous êtes du côté réaliste de la force, que vous êtes contre l'optimisme et vous fondez vos décisions sur la rationalité pure, je vous donne un conseil, oubliez start-up, allez faire autre chose. Les startups fonctionnent et sont alimentées par l'irrationnel parce que l'irrationnel est un moteur rationnel du fait de rester déterminé pendant plus longtemps que nécessaire jusqu'au moment où on finit par atteindre quelque chose d'extraordinaire.
Le travail d'organisation de l'entreprise, c'est la responsabilité du CEO. C'est un travail relativement solitaire qui est fondé sur un travail de feedback continu. Vous devez en permanence prendre les feedbacks des gens sur leur rôle, etc. Mais à la fin de la journée, il ne peut y avoir qu'un seul décisionnaire sur qui fait quoi. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire en continu. Vous devez réfléchir à des moments. Vous devez vous dire, OK, on organise, on garde le résultat, on itère. Et s'il y a des gens qui ne sont pas à leur place, vous réfléchissez, est-ce qu'ils ne sont pas à leur place parce qu'ils ne sont pas la bonne personne ou est-ce qu'ils ne sont pas à leur place parce qu'il faut le faire différemment. Soyez obsédés par l'objectif et pas par la méthode. Le micromanagement en startup, ça ne fonctionne pas. C'est un environnement dans lequel les choses vont trop vite. Si les gens ont besoin d'être micromanagés, ça ne marchera pas. Essayez de vous concentrer sur des gens qui sont en demande d'autonomie, qui respectent la liberté. D'ailleurs, réfléchissez à cette valeur. La liberté, c'est la valeur fondamentale des entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, c'est parce que vous êtes un peu rebelle, un peu pirate et vous avez envie de liberté. Cette liberté, vous devez la donner comme quelque chose de précieux à votre équipe et en échange de cette liberté, vous leur réclamez énormément de responsabilités. L'environnement des startups n'est pas un environnement dans lequel les enfants peuvent travailler. C'est un environnement dans lequel il faut être responsable, avoir le sens de cette responsabilité et surtout être capable de reconnaître quand on n'est pas capable de délivrer. Vous devez créer cette culture dans laquelle les employés peuvent vous donner le feedback de « non, ça ne marche pas »,« non, je n'y arrive pas » et ne pas attendre la catastrophe que tout le monde soit dans le mur. Une bonne communication, c'est encore une fois l'ingrédient essentiel à une bonne startup qui scale. Tous ces changements vont créer du stress chez les gens et les gens vont exprimer ce stress. C'est votre rôle en tant que fondateur de l'ignorer. Il faut comprendre que c'est un peu comme dans une tempête. Votre rôle de capitaine, c'est de tenir la barre et d'attendre l'éclaircie et de ne pas être trop sensible aux micro-émotions et aux micro-changements de management qui vont avoir lieu. Une bonne start-up est une dictature. Une dictature éclairée dans laquelle le dictateur prend les décisions nécessaires. Il n'y a pas besoin de convaincre les gens que c'est la bonne décision parce que si c'est la bonne décision, les gens le verront rétrospectivement. Attention, c'est pourquoi à chaque fois que vous prenez une décision, vous risquez votre crédibilité. Vous risquez le jugement rétrospectif des gens. Si vous prenez trop de mauvaises décisions sur les gens et leur organisation, ça ne va pas fonctionner. Alors, laissez-moi vous donner quelques petits secrets pour savoir qui mettre où. D'abord, regardez les défauts des gens plutôt que leurs qualités. Moi, j'aime bien mettre les gens en place dans des endroits où je sais que leurs défauts vont être un super avantage. Vous avez besoin de quelqu'un à la compta, mettez quelqu'un de rigide et d'angoissé. Vous avez besoin de quelqu'un au design, mettez quelqu'un de créatif, motivé et rigoureux. Et essayez de trouver les défauts des gens les plus profonds et essayez de voir si le poste qu'ils ont améliore ou au contraire rend ce défaut impossible. Si vous avez des gens stressés par exemple, vous ne pouvez pas les mettre dans des postes start-up. Le stress est un élément qui n'a pas sa place dans les startups. D'ailleurs, c'est dangereux de mettre des gens trop stressés dans des postes start-up. Mais si vous savez que les gens peuvent encaisser ces angoisses, ces doutes, etc., ignorez leurs micro-variations d'humeur. Leurs micro-variations d'humeur, ce n'est pas votre problème. Vous n'allez pas être dans les signaux faibles, vous n'avez pas à passer votre vie à essayer de savoir si tout le monde est content ou pas content. Il faut avancer et des fois, il faut avancer à marche forcée. Et alors, le problème, c'est que c'est là où il y a quelque chose de subtil entre les gens qui savent faire et les gens qui ne savent pas faire. Si vous êtes trop rigide, si vous donnez des ordres qui sont simplement pour donner des ordres mais qui ne sont pas légitimes, où les gens rétrospectivement ne se disent pas « Ah oui, en fait, il avait raison », eh ben, vous allez créer un environnement de crispation. Si au contraire, les gens sont stressés mais qu'à posteriori, ils se rendent compte que vous aviez raison, eh ben, c'est libérateur parce que la fois d'après, ils vous feront un peu plus confiance quand il faudra à nouveau sauter dans le vide. Mais pensez à tout ce qui fait peur. Par exemple, quand vous sautez en parachute, la première fois, c'est terrorisant. Quand vous l'avez fait 10 fois, 100 fois, votre peur, elle baisse.
Et ben, en fait, dans votre organisation, vous êtes là pour faire sauter tout le monde en parachute. C'est normal qu'au début, les gens ont peur. C'est pas normal qu'ils aient peur au 10e saut. Si quelqu'un fait 20 sauts de parachute et a peur de la même façon au premier saut et au 20e, ben, vaut mieux qu'il arrête le parachute et vaut mieux lui dire d'aller faire autre chose que du parachute. Jouer au bridge ou faire un truc comme ça. Faire une start-up, c'est sauter en parachute. Et sauter en parachute, la première fois, c'est terrifiant, c'est normal. La deuxième fois, ça l'est un peu moins. La 100e fois, c'est un plongeon qui peut être classe. Facile.